Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, un très bon dimanche. Alors la cuisine française et ses cuisiniers, c'est une véritable institution, une corporation aussi, mais c'est aussi une vraie famille, avec son histoire, ses joies, ses peines, ses événements heureux ou tragiques. Et c'est l'histoire d'une famille qui a connu justement le bonheur et le malheur que je vous invite ce matin à découvrir ou redécouvrir, la famille Loiseau. Et je reçois aujourd'hui, avec beaucoup de bonheur, Dominique Loiseau et sa fille Bérangère. Bonjour mesdames. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être là ce dimanche matin. Si je vous reçois aujourd'hui, Bérangère et Dominique, c'est pour évoquer ensemble la mémoire de votre mari et papa, Bernard Loiseau. Alors inutile de le dire, tout le monde le connaît évidemment, et parfois l'ont découvert dans des circonstances compliquées, difficiles et tragiques pour vous, car on commémore cette année les 20 ans de sa disparition, le 24 février 2003. Si j'ai dit 20 ans, c'est 2003 sans mal. Et surtout, on est là pour parler de ce qu'il vous a laissé à vous, Dominique, et à vos enfants, et de ce que vous en avez fait aujourd'hui. Mais si vous voulez bien, Dominique, on revient un petit peu sur la personnalité de Bernard Loiseau. Quel homme, quel mari, quel père était-il? Moi, je dirais excessif, mais c'est mon avis pour l'avoir connu. Quelqu'un excessif dans tous les sens. Oui, Bernard était excessif, aussi bien dans le sens positif que négatif. Donc, bien souvent, quand il me faisait une déclaration sur un fait, je ne sais lequel, je dis Bernard, tu peux revenir aux vrais chiffres, s'il te plaît. C'est-à-dire il n'avait pas de tempérance, quoi. C'était quelqu'un qui était tout le temps à fond, hein. Même le papa, Bérangère. Oh oui, même le papa, hein, le matin à l'école, quand on partait, c'était attention Bérangère, hein, c'est 3 étoiles à l'école, hein, c'est 3 étoiles. Hein. C'était toujours les extrêmes, et c'était aussi pour ça qu'on l'aimait. Oui, c'est-à-dire jamais la voie du milieu, hein, toujours d'un côté et de l'autre, dans le positif comme dans le négatif, comme vous le disiez à l'instant. Alors, il faut rappeler qu'il a mis fin à ses jours dans des circonstances qui ont été beaucoup commentées, et souvent à tort. D'ailleurs, vous vous en êtes ouverte dans un livre, Dominique, hein, pour expliquer qu'en définitive, c'est venu de lui et non pas des circonstances, on peut dire. Exactement. En fait, on a appris après, j'ai appris qu'il était bipolaire. Mais savez-vous, il y a 20 ans... C'est ce qu'on dit aujourd'hui, ça. Oui, mais il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était que la bipolarité. Et après son décès, quelques personnalités m'ont dit qu'il était bipolaire et m'ont expliqué ce que c'était. Et j'ai trouvé qu'il correspondait exactement à ce trait. Ça rentrait dans ce que vous aviez vécu, vous, c'est-à-dire justement ce côté excessif des deux côtés. Oui. Il était soit le meilleur, et puis un jour il était le plus mauvais. Enfin, vous voyez, donc je devais toujours réguler, réajuster pour que il ne parte pas dans des délires positifs ou négatifs, quoi. Il fallait c'est un peu dur de contrarier quelqu'un en lui disant non, ça doit être plutôt comme cela et tout. Mais c'était mon rôle. Oui, parce que vous êtes au contraire quelqu'un d'extrêmement tempéré. On peut dire. Oui, je suis une fille de l'Est de la France, je viens d'Alsace, et donc... Vous avez du sang-froid, quoi, on peut dire. Oui, disons qu'on ne la ramène pas facilement, et il faut respecter les choses, le travail, et on ne fait pas de cinéma, comme on nous disait quand on était jeune, et quand on parlait, qu'on s'exprimait trop et tout, on nous remettait un peu... au bon niveau. À votre place, quoi. Oui. À votre place, ou à une place qu'on imaginait pour vous, en tout cas. Oui, c'était pas forcément la vôtre, d'ailleurs. Et alors, du coup, Bérangère, vous les enfants, parce que vous êtes avec nous et on aura tout à l'heure votre sœur Blanche au téléphone, et votre frère Bastien, 3B d'ailleurs, hein, 3B comme Bernard, hein, je pense qu'il y a 3BL. Voilà, d'avoir tous les mêmes initiales. Oui, comme les petits-enfants, maintenant, ce sont tous des L. Ah, ce sont tous des L, des maintenant. prénoms. Très bien. Écoutez, au moins, c'est dit. On est assez systématique, hein, chez les Loiseaux. Disons que les petits-enfants ne s'appellent pas Loiseau. Ils ont tous une paire d'ailes, quoi. Voilà. Oui, voilà, ils ont un nom qui commence par un R,
de par mon gendre. Ouais. Donc il fallait bien qu'il y ait un elle quelque part. Il y a un truc quand même qui m'intéresse, c'est que au moment où votre père disparaît, donc un déchaînement médiatique, vous n'êtes en définitive, vous êtes une enfant, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 13 ans, moi. 13 ans, Quand ça oui, s'est donc passé. une préadolescente, Oui. et vous êtes prise dans ce tourbillon, c'est-à-dire en dehors de votre déchirure d'enfants, de jeunes, comme vos frères et sœurs, vous êtes un peu tiré à hu et à dia par les médias, par ce déferlement de passion autour de vous, non? Vous l'avez vécu comment, cela? Bon, c'était pas évident, hein. C'est vrai on a tout de suite senti qu'il y avait beaucoup de choses qui nous dépassaient. Néanmoins, moi, je me suis surtout retrouvée à la maison à m'occuper de Bastien et de Blanche, puisque maman, elle était, sur la première ligne, hein. Elle était au front, justement, et c'est plutôt elle, je pense, qui a pris toute cette vague. Et il fallait tenir du jour au lendemain, les 100 employés qu'il y avait sur place, rassurer les clients, les fournisseurs, et puis rassurer l'intégralité des Français, hein. Donc, c'est ça qui est... Moi, je me suis retrouvée plutôt à être la petite maman à à la maison. gérer, quoi, plutôt. Ouais, voilà. c'est ça. Être en définitive l'auxiliaire de la maison et de votre maman, c'est-à-dire la grande sœur, quoi, celle qui prend un peu la place de la maman quand la maman est chef d'entreprise. Oui, Bérangère a toujours fait ça, effectivement. Bon. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est, Dominique, c'est que du jour où vous vous retrouvez aux commandes, vous avez une sorte de machine qui se met en route de la continuation. Approchez-vous du micro parce que vous êtes un petit peu loin. Pardon. Hein, de cette continuation de l'œuvre et surtout de l'entreprise. Bah, disons que j'ai tout de suite, enfin dans la nuit qui a suivi le drame, j'ai réfléchi. Hein. Et je me suis dit, soit je baisse les bras et on ferme tout, on vend tout, soit je continue. Et je me suis dit, avec tout ce qu'a fait Bernard, tout ce qu'il laisse, le relais château qu'on a créé, son style de cuisine, tout ce qu'il a laissé derrière lui, il fallait pas que ça soit du vent. On n'a pas le droit, quoi. C'est pas du vent. Et donc c'est là où j'ai décidé que ma mission serait de pérenniser son nom, de pérenniser son œuvre. Mmh. Alors, il y a un homme qui vous a aidé en cela, évidemment, parce que là, c'est le côté, on va dire, administration et gestion de l'entreprise et des lieux de réception et de restauration. Mais il fallait quelqu'un en cuisine et il était déjà en place. C'est Patrick Bertrand. Il est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Descendu de vélo, hein, parce qu'il passe son temps à vélo, à ce qu'on m'a dit. Quand il n'est pas en cuisine, il est à vélo, Patrick Bertrand. C'est un peu ça, oui. Sur les routes du Morvan. On évoque, Patrick, ce moment de février d'il y a 20 ans, où tout d'un coup, vous êtes propulsé un peu malgré vous, Patrick, chef à la place du chef. Alors, on laisse de côté toutes les spéculations qu'il y a pu avoir médiatiques, médiatico-politiques, etc. Et on parle du cuisinier. Vous retrouvez là, en première ligne, du coup, avec le devoir de continuation et d'excellence. Oui, ça a été ça très rapidement derrière, puisqu'il s'est passé quelques jours avant qu'on rouvre. On a rouvert le samedi, et c'est vrai qu'il a fallu se mettre dans un état d'esprit, un nouvel état d'esprit pour où on est derrière, on est numéro 2, à être devant, à prendre en main la cuisine, même si j'avais l'habitude, puisque je travaille avec Monsieur Loiseau depuis 21 ans, mais c'est quand même 2 rôles complètement différents. Et il a fallu manager les équipes, les retenir, évidemment donner confiance et les gages de garantie à Madame Loiseau sur ce qui allait se passer en cuisine derrière, sur toujours continuer à satisfaire et régaler nos clients. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui a été... une sacrée montagne à gravir, quoi. Ouais. Dominique Loiseau, on l'a compris et on va en parler. Votre mari, Bernard Loiseau, c'était un peu comme un volcan, quoi. C'est-à-dire une boule de feu, quelque chose qui était toujours prêt à exploser, quoi. C'est normal, il était auvergnat. Ah, voilà, c'est ça, c'est la terre des volcans, bien joué. Et alors, face à lui, le massif armoricain, Patrick Bertrand, avec une tempérance, plutôt un volcan éteint, quoi. C'est-à-dire quelqu'un dans la tempérance aussi. Oui, mais il est aussi capable d'affronter les tempêtes. Ah bah c'est ça, c'est normal, c'est un breton. Allez, on se retrouve dans une minute pour continuer à évoquer la mémoire de Bernard Loiseau et son héritage. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Retour dans notre studio qui ressemble un petit peu à un petit déjeuner de famille du dimanche chez les Loiseau, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Dominique Loiseau et Bérangère Loiseau, sa fille aînée. Alors, mesdames, on est avec Patrick Bertrand au téléphone, qui nous appelle depuis le Morvan, où il passe son temps, la moitié de son temps à vélo, l'autre moitié en cuisine. Et on évoquait le fait qu'il a, du jour au lendemain, il s'est retrouvé aux premières loges, quoi. On va dire même en tête de peloton, puisqu'il a dû prendre les commandes de la cuisine. Comment, dans vos souvenirs, Dominique Loiseau, comment se sont passées ces premières semaines de la succession en définitive, de l'absence de Bernard? Disons déjà les premières heures, parce que c'est vrai que Patrick est venu me voir et il m'a dit qu'il essayerait de continuer et de pérenniser la cuisine de Bernard. Et ça a été pour moi quelque chose de très important. Ça m'a touché énormément parce qu'il aurait pu dire Madame Loiseau, j'ai d'autres projets. Donc je trouve qu'il a été. Vous imaginez ça, vous? On ne sait jamais. Qu'il soit parti du jour au lendemain en disant c'est pas pour moi. Oui, mais quand quelqu'un comme cela disparaît, c'était quand même son maître à penser. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc disparaît et puis. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment cru que la maison allait se déliter. Oui, je sais, mais c'était mal connaître votre main de fer qui a tenu tout ça. Et puis une femme, ça n'abandonne pas, ça a un réflexe de survie et on se donne du mal pour essayer de sauver quelque chose. Et en fait, comme si vous êtes en train de me dire que votre maison, ce relais, c'est un peu comme la maison de famille, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas lâché, comme vous n'avez pas lâché la famille, quoi. Mais bien sûr, absolument. J'avais quand même 70 employés. Qui s'étaient installés à Saulieu, qui avaient acheté des maisons ou autres. Vous les laissez pas dans la nature comme ça, vous ne les renvoyez pas du jour au lendemain. Et puis il y a les clients aussi. J'ai eu 4000 lettres de clients qui m'ont demandé de continuer. Et ça compte aussi au moment où on se sent évidemment seul, de se sentir entouré de cet amour. Ça vous porte. Mais il faut répondre aussi à toutes ces lettres. Donc j'étais très assidue. Et vous, Bérangère, et vous parlez au nom de votre fratrie aussi, comment est-ce que vous vous êtes sentie dans ce milieu, dans ce relais, dans cette entreprise? Parce que tout d'un coup, la maman qui aurait dû être 2 fois plus là, elle était aussi extrêmement accaparée par justement la société, les affaires. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai grandi dans la maison du relais Bernard Loiseau. C'est-à-dire qu'auparavant, avant qu'on nous ayons une maison de famille, dans Saulieu, on habitait juste au-dessus de la réception. Donc moi, j'ai appris à marcher. Dans l'auberge, quoi. Voilà, donc c'est autant ma maison que celle de mes frères et sœurs. Et c'est vrai que la Côte d'Or, comme on disait, c'était comme un 4e membre de la famille. Ça faisait partie omniprésente dans toutes nos discussions, dans toutes nos préoccupations. On ne parlait que de ça. Mais Bérangère, ça veut dire que aussi l'équipe, tant l'équipe en salle que l'équipe de l'hôtel, que l'équipe de cuisine, ce sont des membres de la famille, sont des gens qui vous ont porté, soutenu également, qui ont été là pour vous, quoi. Mais bien sûr, et puis ce sont toujours des repères pour nous au sein de l'entreprise. Patrick a 41 ans de maison et on a tout un ensemble de personnes qui ont travaillé plus de 20 ans, 30 ans. Et eux, ils portent vraiment en eux tout cet héritage extraordinaire. Donc oui, c'est clairement la famille. Alors, Patrick Bertrand, évidemment, je veux pas complètement revenir à cette époque, mais il y a eu une bascule, comme vous le disiez. Vous avez dû reprendre à la fois le costume très grand de Bernard Loiseau pour continuer son œuvre en cuisine, et puis porter le vôtre quand même, parce que vous avez des choses à dire. Donc la transition s'est faite en douceur entre une cuisine qui était uniquement la création de Bernard Loiseau et ce que vous avez instillé au fur et à mesure des années, non ? Oui, tout à fait. Il a fallu que ça nous sorte. De toute façon, à Saulieu, c'est un peu notre marque de fabrique, de savoir construire les choses, le présent pas à pas et également l'avenir. Mais c'est vrai qu'avec Mme Loiseau, on en a parlé et on s'est tout de suite dit qu'on voulait pas une cuisine où on allait garder tous ses plats sans que rien ne bouge. On aurait pu le faire, ça serait resté... Une sorte de conservatoire de Bernard Loiseau, non ? Pas un musée, c'était pas possible. Voilà. On n'y retourne pas 2 fois. Oui, il fallait créer des nouveaux plats, des nouvelles cartes. Alors c'est vrai que au départ c'était quelque chose qui était assez collé à ce qu'on faisait et ce que M. Loiseau nous demandait de faire.
même si moi derrière, je me suis jamais posé la question qu'est-ce qu'il m'aurait dit, parce que là ça aurait été quelque part confier quelque chose à quelqu'un qui n'était plus là. Oui, bien sûr. Donc il fallait prendre en main. Mais l'esprit était là quand même, parce que l'esprit. Vous avez travaillé avec lui combien de temps avant sa disparition? 21 ans, j'ai travaillé. Bon, donc en fait, vous étiez en communion avec la création de Bernard, et pour vous, ça n'a été que, en définitive, prendre la succession, marcher dans ses pas, même si vous avez fait les vôtres ensuite? Oui, exactement. Au début, ça a été ça. Et puis, donc ça a été toute l'année 2003, a été comme ça. Et puis après, 2004, il a fallu quand même... repartir au combat, quoi, un peu. La brigade s'était renouvelée. Puisqu'on n'était plus que 2 à avoir connu Monsieur Loiseau. Et donc, j'ai eu des bras droits, des nouvelles équipes. Et là, on a commencé à aller explorer d'autres terrains. Parce que la cuisine, vous le savez, la cuisine, elle avance. La cuisine bouge. Les plats qu'on faisait normalement il y a 20 ans, on les fait 20 ans après. Oui. Même si on garde ces grands principes de produits, de faire travailler les producteurs autour de nous, les commerçants, ça c'est resté notre ADN. Mais derrière, on avance, on rencontre d'autres personnes qui nous donnent aussi un élan qui nous permet de dire oui, je vais faire avec ça, mais si je fais avec ça, il faut le faire dans ce cas-là de cette façon-là. Et puis, bien sûr. Mais Patrick, même si Bernard Loiseau était encore là, il aurait eu le même discours que celui que vous tenez. C'est-à-dire, évidemment, il faut évoluer, il faut bouger, même s'il avait des valeurs fortes, des valeurs qui sont ancrées, je dirais, parce qu'il avait des valeurs qui étaient du domaine de la croyance dans certaines choses. Et bien, de cette cuisine classique, régionale, qui est la base certaine de la cuisine qu'on fait encore à Saulieu aujourd'hui, mais il fallait évoluer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui est resté aujourd'hui, quand on goûte votre cuisine et celle de votre brigade? Qu'est-ce qui est resté depuis 20 ans, qui est immuable? Alors, ce qui est immuable à Saulieu était la fabrique un peu de cette maison quand on y vient. C'est de trouver des beaux produits, des magnifiques produits, des produits de terroir. Et puis, c'est surtout. Mais ça, on peut dire ça dans tous les restaurants multi-étoilés. On peut le dire, ça, des beaux produits. Mais quelle est la marque de Bernard? C'est des goûts et des saveurs qui sont bien marqués. Tranchés, quoi. Qui ne sont pas un mélange, qui sont vraiment. On a 2 ou 3 saveurs dans un plat. Même si maintenant, on met 2, 3 petites choses à côté, des fois, pour amener un petit... Un contrepoint, quoi. Oui, quelque chose qui va venir souligner le produit du premier, mais vraiment, c'est des goûts puissants. Et ça a toujours été ce qu'on a fait avec M. Loiseau. C'est ce que je me suis évertué de continuer ensuite. Oui. Et c'est ce que je transmets aussi à mes bras droits. Alors, dans quelques minutes, on aura Blanche, la petite sœur, la jeune sœur de Bérangère, qui est chef à Besançon, dans le tout nouveau restaurant du groupe Loiseau. Mais pour l'instant, parlons de cette cuisine, Dominique. Vous êtes toujours régalé de la cuisine que faisait votre mari? Heureusement. Je sais pas, on peut avoir des oppositions à l'intérieur des couples, on le sait, on n'aime pas forcément les mêmes choses. Mais je me serais pas trop immiscée sur le plan de la cuisine, je n'aurais jamais osé le contrarier, je vous le dis très honnêtement. Dans un couple, il vaut mieux pas se lancer là-dedans. Surtout que c'était lui quand même, le chef, le spécialiste. Il paraît. Il a lancé un style de cuisine tellement épuré. Au départ, c'est venu de la manière suivante. Quand il a commencé à Paris, il avait remarqué, à la barrière de Clichy, que les femmes ne voulaient pas certains plats parce qu'elles avaient peur que ça soit trop riche en beurre, en crème, en crème. Calorique, quoi, on pourrait dire. Voilà. Et du coup, Bernard a dit non, il faut que je plaise aux femmes. Il avait compris ça. Parce que c'est toujours... La plupart du temps, ce sont les femmes qui choisissent les restaurants dans un couple. Donc, il avait bien compris cela et il avait tout fait ce qu'il fallait pour plaire aux femmes. C'est-à-dire alléger, quoi. Alléger, mais en gardant des goûts tranchés. Gustative, une cuisine... Oui, parce qu'en faisant ça, en retirant tout le superflu, le gras, etc., il a redécouvert le goût des produits. Un goût épuré qui était une révélation pour beaucoup de clients, mais en même temps, il fallait que les produits soient les meilleurs possibles. Bien sûr. Top qualité. Parce que quand on épure, là, le goût du produit, on le sent. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur.
Alors moi, il y a un livre que j'adore, hein, qui date de 97, qui est La cuisine en famille. Et on va en parler hein, avec votre sœur, hein, parce Blanche. Que ça crée évidemment des souvenirs. Bah, forcément, hein, c'est la cuisine de votre enfance, Bérengère. Patrick, aujourd'hui, cette cuisine qui a évolué, on le sait, beaucoup. Alors, je ne sais pas comment... Si Bernard était là, quel regard porterait-il sur Top Chef, par exemple, sur les émissions de cuisine, sur les réseaux sociaux qui montrent beaucoup de choses et ne font pas beaucoup goûter, d'après vous? Moi, je crois qu'il en serait friand parce que comme c'était déjà un homme de médias. Et puis un précurseur, oui. Et donc, il aurait suivi son temps, il aurait suivi son époque. Bah, il serait dans le jury Top Chef, c'est sûr. Hein. Si Bernard Loiseau était là, on n'imagine pas autre chose. Il aurait fait des passages à Top Chef pour venir montrer ses belles recettes et surtout continuer de mettre en avant un peu son bâton de maréchal qui est de sa cuisine. Avec sa ferveur habituelle, quoi. C'est-à-dire, au fond, cet emportement et cette volonté d'emmener les gens dans son histoire. C'est un peu ça le portrait qu'on peut faire également de Bernard, Dominique. C'est-à-dire quelqu'un qui était peut-être superlatif en tout et qui avait envie que les gens viennent avec lui, quoi. Oui, il avait plusieurs choses en lui. Il avait notamment un assez grand ego, comme tous les chefs. L'ego des chefs, oui, on peut en parler. En tout cas, comme tous les créateurs, il y a souvent un ego. Voilà, et donc, il en avait parfois les mauvais côtés. Mais il était bien conforme à ce genre de personnage. Bérengère, on va se quitter avec Patrick Bertrand. Patrick, on vous laisse retourner à vélo, dire que vous passez bientôt le témoin de la cuisine au relais Bernard Loiseau. Hein, c'est dans les semaines, dans les mois qui viennent? Voilà, dans les mois qui viennent, oui. Bon, et écoutez, hein, vous aurez plus de temps pour faire du vélo et pour venir déguster au lieu d'être à la casserole. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche matin. On se retrouve dans 1 minute, mesdames, et on va passer un petit coup de fil du côté de Besançon. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, de retour dans la famille Loiseau, ça fait du bien et ça fait un peu faim quand même, hein, parce qu'on est encore à jeun. Mais vous inquiétez pas, derrière l'émission, on ira se conforter, bien entendu. Je suis avec Dominique Loiseau et Bérengère, sa fille aînée, en studio. Et du côté de Bezac, comme on dit, hein, en Franche-Comté, eh bien, on va retrouver immédiatement au téléphone Blanche, la petite sœur de Bérengère. Bonjour Blanche. Bonjour. Comment ça va, chef ? Ça va et vous? Tout se passe bien à Besançon. Oh ben, d'abord, vous êtes dans une bien belle ville. C'est l'occasion de dire, on en parlait avec Bérengère en antenne, que vous venez d'ouvrir, il y a peu, hein, quelques semaines, le nouvel opus du groupe Loiseau, L'Oiseau du Temps, dans Besançon. Absolument, on a ouvert, là on entame notre 3e semaine d'ouverture. Ouais. Donc on est bien place de la Révolution à Bezac. Ouais, à Bezac, ça y est, c'est une vraie bisontille, ça y est, elle a pris le nom. C'est le raz-de-marée, hein. Le raz-de-marée total. Oui, ça marche bien. Il n'y a plus rien jusqu'en juin, là. Bon, bah écoutez, on est tant mieux. Hein. Complet 15 jours à l'avance et les week-ends jusqu'à fin juin. Bon, bah écoutez, c'est formidable. Alors, Blanche, elle a choisi le côté cuisine et c'est formidable parce que vous êtes la digne successeuse de votre papa. Vous avez, alors, autant Patrick Bertrand qu'on avait à l'instant avec nous au téléphone, lui a fait ses classes avec votre père, autant vous avez fait vos classes avec Patrick, quoi. En quelque sorte, il y a une sorte de transmission comme ça. Oui, absolument. Après avoir un petit peu voyagé, je suis revenue à Saulieu il y a 2 ans, aux côtés de Patrick, dans sa brigade, où j'ai travaillé à tous les postes. À tous les postes. Ah oui. Poisson, viande, garniture. Ah oui, ça rigole pas alors. Hein. Il faut avoir tout, avoir fait ses gammes partout alors. Absolument. C'est sérieux. Alors, on parlait de ce livre, moi que j'adore, de 97, La cuisine en famille. Vous êtes tous et toutes en photo aux côtés de votre père sur la couverture. Là, c'est vraiment la cuisine de la maison. Moi, c'est une cuisine que j'aime, hein, parce que c'est une cuisine avec laquelle on triche pas. On ne fait pas des dressages tarabiscotés, etc. C'est vraiment la cuisine pour la cuisine. Le décor est dans l'assiette, comme disait mon père. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans votre enfance? Si vous êtes culinaire aujourd'hui, on se doute bien que il y a plein de choses, mais quels ont été les produits ou les plats qui ont été les plus emblématiques pour vous? Alors, il y a bien évidemment ces plats de famille à partager.
les pâtes du dimanche, les plats en sauce, un pot-au-feu, un bourguignon. Ouais. Et après, c'était aussi les petits apéritifs qu'on avait au restaurant. Ah, la plancha avant l'heure. Des tartelettes de foie de lapin, des petites conversations après le dessert. Aïe, aïe, aïe. Et les crapiots. Et les crapiots que tu fais au restaurant. Les crapiots du Morvan. Les crapiots, c'est des quoi? Des petites crêpes? Oui. C'est des petites crêpes de pommes de terre. Ouais, c'est ça. C'est des petites. Alors, c'est intéressant parce que ça vient en garniture de quoi le crapio? Alors, nous, on le sert avec le bœuf bourguignon. Ah ouais, bah recette Bernard Loiseau. Ouais, ça marche bien, en général. Vous faites des œufs en meurette aussi? Non, on a pas d'œufs en meurette, mais on a... Le Morvan, c'est déjà un peu trop au nord pour l'œuf en meurette. C'est ça? Ah, un petit peu. Puis on est surtout, on s'attache à mettre en avant le beau terroir de Franche-Comté aussi. Alors moi, il y a un truc qui me plaît bien dans cette histoire, c'est qu'on est quand même dans une famille, même si elle est d'origine auvergnate par Bernard et alsacienne par Dominique, vous êtes vraiment bourguignon. Hein. Vous avez été carrément élevé dans le Morvan. C'est la Bourgogne, c'est le cœur de la Bourgogne. On est la rustique. Génération bourguignonne. Voilà, c'est la génération bourguignonne. Et alors, on sait bien l'opposition un petit peu épidermique qu'il peut y avoir entre la Bourgogne et la Franche-Comté parfois. Là, vous avez été faire le lien. Vous avez été dire, voilà, les Bourguignons, on vous aime, les Francs-Comtois. Exactement. On est le trait d'union. Nous, dans le Morvan, on a un esprit aussi rural, comme on peut retrouver dans le Jura, et auquel moi, je me retrouve totalement. Les climats un peu rudes, qui forgent les caractères. C'est vrai, Parce qu'en hiver, dans le Morvan, il fait pas toujours beau. Attention. Il peut faire très beau. Il fait certes froid parce que Saulieu est à 500 mètres d'altitude, donc il fait plus frais. Mais il y a mythique sous la neige. Il y a parfois c'est ensoleillé comme partout. C'est beau. En plus, on est sur un plateau de 500 mètres. C'est très beau. Ça y est, on a des Morvandels d'adoption là qui sont en train de défendre leur région. Mais c'est bien d'ailleurs. Blanche, Bérangère me disait, votre sœur, que il y a un menu hommage pour ceux qui viennent à l'Oiseau du Temps. De quoi se compose-t-il? Alors, on a deux plats un peu clin d'œil. On a revisité le cendre, vin rouge et échalote. Ouais. Avec des quenelles de cendre. Ah, c'est pas mal très ça. Très fine, très moelleuse. Et avec bien la soufflé. Sauce vin rouge, oui, la sauce vin rouge toujours aussi acide. Et les échalotes compotées juste au beurre. Comme ça, on laisse au bout de 2-3 heures, il y a tout le sucre naturel qui ressort, ça se caramélise tout seul. Ça amène beaucoup de sucrosité à la sauce. Ouais, vous me donnez envie là. C'est vrai que ça rappelle à ceux qui nous écoutent que l'oignon et l'échalote, si on fait confire, tout le sucre ressort. C'est ce qu'on aime d'ailleurs dans ces agacés. Et l'autre plat, vous me disiez, il y a deux plats. L'autre plat, on a le bœuf bourguignon. Oui. Avec le fameux classique de papa, ou bien évidemment lié aux légumes et non avec un roux, qui est là servi avec les crapauds du Morvan. Ah là 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 là, des petites crêtes de pommes de terre avec la sauce au vin rouge là, liées aux légumes. Oh là 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 là, c'est dur. Et il paraît en plus, c'est ce que disait votre sœur, qu'il n'y a pas de place avant un bon bout de temps là, tellement c'est la ruée, la ruée vers l'oiseau là. Un petit peu. Hein? Non mais c'est vrai, ça marche. Un best-seller, c'est le chou farci à la saucisse de morceau. Ah bah tiens. Ça c'est le plat signature ça. Alors ça c'est le plat signature. Ils font tous la queue, ils réservent, ils disent attention je veux le chou farci. Là vous avez fait le lien entre deux terres de moyenne montagne que sont l'Auvergne et la Franche-Comté. C'est les origines de votre papa et la délocalisation en Franche-Comté quoi. On est dans un bistrot. C'est beau un chou farci. Moi j'adore faire les choux farcis. Et c'est vrai que là, avec la saucisse de morceau, le fumé là, c'est super. Vous me faites mal là parce que j'ai très faim. J'ai pas pu déjeuner ce matin. Dominique, avant de se quitter, j'aimerais qu'on évoque un petit peu, en écoutant, voilà, ça m'a donné envie, c'est terrible, justement l'étendue de votre groupe de restauration aujourd'hui. Combien d'établissements et quel style de cuisine on va trouver en définitive? Alors, nous avons évidemment la maison mère qui est Saulieu, avec le restaurant gastronomique qui s'appelle La Côte d'Or. À Saulieu, comme nous avons un spa, nous avons lancé un restaurant qui soit un petit peu allégé, voyez-vous. Bistrot. En tout cas, bistrot, mais pas compliqué, pas gras, ni rien, très bien, qui s'appelle donc l'Oiseau d'Essence. L'Oiseau d'Essence, puisque c'est à côté du spa. Et ensuite, à Beaune, nous avons l'Oiseau des Vignes.
Et à Dijon, l'Oiseau des Ducs. C'est un autre bistrot. Ce sont tous des bistrots chics. Des bistrots, j'aime bien. Oui, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelait pas encore la bistronomie, c'est-à-dire au fond des beaux produits cuisinés simplement, avec dans une ligne directrice assez lisible en quelque sorte. Oui, et puis un beau lieu aussi. Oui, un lieu qui est élégant, qui est beau, du cachet. Oui. Surtout qu'on a trouvé des lieux qui sont dans de superbes endroits anciens, avec des voûtes, avec Paris, des vieilles pierres. Et Paris, Dominique? Eh ben, il n'y a plus Paris. Il n'y a plus Paris, non. Vous avez quitté Paris en fait. Oui, après le Covid. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur Bourgogne et Franche-Comté. Vous voyez. D'accord. Ah bah écoutez, non mais sinon, très bien. Nul n'est prophète en son pays, sauf vous, quoi. Oui, voilà, non. Et puis sinon, faut aller à droite, à gauche. C'est important de rester en famille. Alors je vois Bérangère qui vous dévore des yeux quand vous racontez tout cela. Il faut dire que Bérangère, aujourd'hui, c'est votre bras droit, votre bras gauche. C'est elle qui est en train de récupérer en définitive la direction de ce groupe de restauration. Bien sûr, c'est la présidente du groupe et moi je prends un peu, enfin c'est moi la présidente. Vous prenez du recul, mais vous allez devenir présidente d'honneur en quelque sorte. C'est presque ça. Je suis présidente d'honneur. On a fait les choses bien parce qu'on a pris le temps, justement, on a pris le temps de faire cette belle transmission. On a refait l'Oiseau des Vignes qu'on a inauguré hier soir. On a ouvert l'Oiseau du Temps. Donc on a la chance effectivement d'avoir et des anciens qui nous accompagnent et puis maman qui est toujours là. Et puis attention, hein, ça rigole pas. Non, mais c'est quand même un œil extrêmement acéré et précis sur le boulot. Toujours axé sur le client. Le client. Ça a toujours été la boussole de cette maison et je pense que c'est ce qui a fait son succès. Et que nous soyons conformes à notre terroir. Il faut être fidèle à l'endroit où l'on est. Il faut être authentique dans ce que l'on fait en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Blanche, est-ce que vous allez continuer de voyager? Je suppose que vous n'allez pas passer toute votre vie du côté de Besançon. Pour l'instant, c'est merveilleux d'ouvrir ce restaurant, mais vous allez voler comme tous les oiseaux, prendre votre envol vers d'autres lieux en France ou ailleurs. On verra ce qu'elle nous dira. Mais dans tous les cas, un jour, je reviendrai à ce lieu définitivement. Faire mon nid. Ah ouais, c'est l'objectif. Bien sûr. Bien sûr. On s'en doute bien. Bérangère, puisqu'on a évoqué la mémoire de votre père, moi j'ai envie de prendre sa place, d'essayer de penser à sa place, et je me dis comme père de fille, je serais super fier aujourd'hui de voir que vous dirigez le groupe et que votre sœur est à la cuisine et bientôt sûrement dans la maison mère. Je veux dire, il n'y a pas de rêve plus extraordinaire qui se réalise pour un père. Jamais imaginé ça. Non, hein. Oui, en plus, elles ont le professionnalisme, elles ont le sérieux, mais elles sont très souriantes. Vous voyez, elles sont vraiment... C'est un beau métier. Hein. Oui, c'est un beau métier, mais il faut savoir être souriante en toutes circonstances. C'est pas donné à tout le monde. Donc être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Oui, bien sûr, mais elles ont vraiment... On sent les bonnes valeurs. Elles se sont bien imprégnées de leurs deux parents, vraiment. Je crois. Et je suis heureux de vous voir ici, en définitive, ayant trouvé un équilibre de vie et un équilibre de business aussi, il faut le dire, parce que c'est bien gentil d'avoir une belle vie, mais comme vous le disiez, vous êtes responsable de pas mal de personnel et d'équipes qui comptent sur vous. Hein. Et Blanche, il faut la voir, quand elle parle avec les mains, comme Bernard. Oui, bien sûr. C'est la copie de Bernard, Blanche. Et puis, il n'y a pas que l'équipe, il y a les clients aussi, qui sont contents de pouvoir continuer à venir vivre l'expérience L'Oiseau. Alors, j'ai envie de dire, on va aujourd'hui chez Bernard Loiseau et ses filles. En définitive, exactement. Voilà, elles se sont greffées à cette image mythologique. Ces filles ou ces femmes. Et encore, bien sûr, et comment. Merci beaucoup, Dominique Loiseau, d'être venu évoquer la mémoire de Bernard avec ceux qui nous écoutent. Merci, Blanche. Retour en cuisine parce que c'est l'heure du mâchon, là. 11h du matin, pas bientôt. 11h moins le quart, moi, je commence à avoir sacrément faim. Merci, Bérangère. Merci. Bien sûr, je vous inviterai à nouveau parce que la vie du groupe L'Oiseau, elle ne fait que commencer. Petits oiseaux, mais grandes ailes. Voilà. Merci à vous. Et bon dimanche. Et on se retrouve dans une minute pour évoquer Taste of Paris, que vous le savez a démarré il y a 3 jours, mais dure encore jusqu'à ce soir. Et on sera avec la responsable de sa programmation dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on a quitté Saulieu, le Morvan et la famille Loiseau, retour vers Paris où il se passe des trucs là depuis 3 jours. Un truc de folie, c'est comme chaque année Taste of Paris, un véritable festival de la cuisine parisienne. Et je suis en ligne avec Mathilde Delville qui est la responsable de la programmation de ce bel événement. Bonjour Mathilde. Bonjour, enchantée. C'est gentil de vous être éloigné un petit peu de tout ce brouhaha pour venir nous parler un peu. Alors j'imagine que ça se passe formidablement comme chaque année, c'est la cohue, hein, surtout à toutes les ouvertures, c'est dingue. Le matin, les gens viennent dès le matin pour goûter ce qui se fait de mieux à Paris. Ah bah depuis jeudi, on n'arrête pas d'accueillir du monde. Tout le monde est absolument ultra ravi. Il y a une ambiance de folie à l'intérieur du Grand Palais éphémère et c'est vraiment la fête autour de la gastronomie. Alors, ce qui est extraordinaire, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui ne seraient jamais venus d'abord, c'est de dire que ça dure encore jusqu'à ce soir et que donc il est encore temps de venir, à moins que ce soit sold out. Et Mathilde, racontez-nous, faites-nous le pitch. C'est quoi au fond? Est-ce que c'est le plus grand restaurant parisien du monde? Est-ce que c'est une école de cuisine éphémère? C'est quoi Taste of Paris? Alors, Taste of Paris, c'est le plus grand festival food de France où on peut venir déguster des plats des grands chefs, découvrir des producteurs, venir assister à des masterclass, prendre des cours de cuisine, boire des selfies, des cours de cuisine, prendre des selfies aussi, hein, parce que c'est incroyable ce que ça photographie, puisque les chefs y viennent et que ce sont des stars. Oui, exactement. C'est toute justement la promesse de Taste et c'est pour ça qu'on a accueilli autant de monde depuis jeudi. C'est que les chefs sont présents, ils sont là, on peut échanger avec eux, se prendre en photo avec eux et vraiment découvrir leur cuisine. D'accord, prendre des photos avec eux, c'est super important dans notre monde actuel et je vois beaucoup de jeunes qui sont les yeux pleins d'étoiles devant ces grands chefs qui n'hésitent pas à passer derrière le comptoir, c'est un peu la promesse, même s'ils sont pas là 24/24, mais ils n'hésitent pas à passer derrière le comptoir pour servir dans les petites gamelles improvisées ou parfois même des belles assiettes, les plats qu'ils ont concoctés un peu spécialement pour ce festival justement. Alors, il y en a plein qui ont joué le jeu et qui se sont complètement lâchés. On a depuis jeudi des super créations de chefs. Et justement, aujourd'hui, dimanche, on va accueillir Baptiste Renoir. Il nous fait une émulsion qui va voler dans les allées du Grand Palais. Ça va être chouette. On va avoir encore plein de choses merveilleuses jusqu'à ce soir à découvrir et des plats les plus créatifs les uns des autres. Pour l'étude que vous en avez faite, parce que j'imagine qu'il y a un monitoring un peu de votre clientèle, pour les années précédentes. Beaucoup de Parisiens ou est-ce que ça vient d'ailleurs pour découvrir Taste of Paris? Alors effectivement, on a beaucoup de Parisiens, mais on a aussi des provinciaux qui viennent nous voir, qui profitent de leur passage à Paris pour venir faire le tour des restaurants en un seul et même endroit. Et on a même des étrangers, des touristes qui viennent de beaucoup plus loin. Oui, parce que c'est juste sous la Tour Eiffel, donc tant qu'à faire, autant faire le détour, hein. Exactement, et puis en plus, c'est l'occasion de se faire tous les restaurants de Paris en une seule session, donc autant en profiter. Oui, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est de se dire qu'on va avoir une concentration. Donc on peut dire que le point commun, le fil rouge entre tous ces visiteurs, ce sont tous des foodistas, quoi, hein, des dingues de food. Hein. Exactement, des passionnés de gastronomie qui lisent des livres de cuisine, qui cuisinent chez eux, qui réalisent des recettes et qui vont dans les restaurants pour rencontrer les chefs. Ah, voilà. Alors des restaurants éphémères, mais j'ai vu que quand même il y avait de la recherche, quoi. C'est pas des stands tout bêtes. Chacun y va un peu de son décorum, veut quand même mettre en scène. Et puis il y a la pression des autres. Hein. Tous ces chefs multi-étoilés, ils se jettent. Alors ça se fait en bonne amitié, mais il y a quand même une petite compète, hein, à savoir qu'il y aura la plus grande queue devant son stand. Ah bah, c'est sûr que l'objectif, c'est quand même de vendre aussi pour ces chefs-là et de faire connaître leur cuisine. Donc il faut qu'ils soient inventifs pour faire venir le monde sur leur stand. Alors, vous dites l'important c'est de vendre parce qu'effectivement il y a quand même un petit peu de business et puis il faut rentabiliser l'endroit. Mais il y en a qui ne pensent pas à vendre, qui sont là juste pour le bien et pour la beauté du geste. C'est le cas de Najat Elabad qui est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Najat.
Bonjour à tous. Najat, vous aussi, vous êtes écarté de la cohue, hein, comme l'a fait Mathilde Delville. Vous êtes responsable des événements et des partenariats chez Métro France. Et là, vous avez un stand qui a été entièrement dédié, depuis ces 3 jours, à, en définitive, une belle cause. Hein, c'est tout le monde contre le cancer. C'est-à-dire que tout ce que vous récoltez, les chefs qui ont participé, tout sera reversé à cette belle œuvre pour la recherche contre le cancer. Absolument. En fait, nous sommes présents pour la 3e année consécutive sur Taste of Paris. Oui. Et à cette occasion, nous renouvelons notre soutien à l'association Tout le monde contre le cancer. Oui. Une association qui œuvre auprès des enfants à l'hôpital. Oui. Et dans le cadre de notre participation au festival, vous retrouverez une nouvelle fois le restaurant Léal Métro et Tout le monde contre le cancer, Oui. animé par un trio de chefs hyper engagés, composé de Boris Campanella, Ouais. chef de cuisine du Crillon, qui Bien est sûr. au guide Michelin, Bien sûr. Alain Géam du restaurant éponyme, une étoile au guide Michelin également. Et quelques autres bistrots libanais, hein, le Casti notamment. Absolument. Et le pâtissier Nicolas Paciello des pâtisseries 500. Donc ce sont 3 chefs, leur brigade, tous engagés bénévolement. J'insiste, vraiment, on est tous là pour donner de notre temps. Et c'est vrai que on est, vous disiez juste avant, on n'est pas là pour vendre, mais si, en fait, on est là pour vendre au maximum parce que tout est reversé pour l'association. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, vous êtes là pour vendre, mais pas pour faire des sous, quoi. Enfin, pour faire des sous, mais pour d'autres, en tout cas. Voilà, c'est exactement ça. Le deal, c'est que les chefs, évidemment, donnent de leur temps. Vous, Métro, vous offrez les produits qui vont être mis en œuvre. Et tout ça, eh ben, c'est à marge zéro, puisque tout va à l'association. Mais ça, c'est bien. Et les gens, ils sont sensibles, en dehors de la qualité des plats qu'ils viennent déguster? Alors déjà, ce que disait Mathilde auparavant, voilà, l'idée c'est de proposer des plats attractifs qui donnent envie. Donc là, les chefs ont travaillé de très beaux produits. Vous pouvez retrouver chez nous de la langoustine, de l'épaule d'agneau fermière, un bao burger vanillé, vraiment de beaux produits. J'adore ça. Et en plus, voilà, c'est bon, c'est beau. Et l'idée, c'est vraiment de vendre et de vendre le maximum pour récolter un max pour l'association. Et comme pour le reste du salon, Najat, c'est évidemment aussi l'animation que procurent les chefs et leurs équipes, parce que je connais le tempérament d'Alain Géam quand il s'y met. Voilà, c'est un battleur, quoi. Exactement, et ils sont là sur tous les services, donc vous pouvez tous les retrouver dans notre restaurant. Ce sont eux qui servent les festivaliers, ils sont là pour échanger avec eux, prendre des photos, donc vraiment n'hésitez pas à passer. Non, alors surtout qu'il reste vraiment jusqu'à ce soir. Jusqu'à quelle heure, Mathilde Delville? Jusqu'à 23h30 et on termine la soirée avec un DJ set pour clôturer le festival. Ah oui, alors là, à mon avis, quand vous serez vraiment très fatigué, ça va vous rebooster, ça. Non, je dis ça parce que généralement, le dimanche, là, quand ça se termine, beaucoup de gens se disent on va pas y aller, c'est terminé, il n'y aura plus rien, ils sont en train de piller les Gaules. Pas du tout. Ça monte en puissance jusqu'à ce soir, Mathilde, on est d'accord? On est d'accord, et effectivement, le dimanche soir est peut-être l'une des sessions les plus festives. Le highlight. Oui, le highlight. Parce que c'est là le moment où tous les pâtissiers, les chefs, les brigades, ça reviennent, ceux qui n'étaient pas forcément là dans la programmation, pour fêter avec leurs camarades le succès du festival. Donc ça se lâche et c'est très joyeux, évidemment. C'est exactement l'idée, c'est qu'on puisse vraiment profiter de toute cette belle fête de la gastronomie jusqu'au bout. Bon, alors, pour ceux qui ont encore le temps, ils ont le temps, il va être 11h du matin, c'est encore 12h, voilà, jusqu'au festival et au final, jusqu'au bouquet final ce soir. Rappelez-nous encore 2-3 trucs de ce qu'on va pouvoir venir faire cet après-midi sur le Grand Palais éphémère, Mathilde Delville. Alors, vous allez avoir plusieurs chefs qui vont être présents. Je parlais de Baptiste Renoir tout à l'heure. Oui. Il y aura aussi Thibaut Spiwack. Il y aura Nicolas Halloween pour tout son atelier gâteau. Il y aura également François Perret avec le Ritz Paris et son comptoir. Mais quand vous dites atelier, c'est parce qu'il n'y a pas que de la dégustation. Il y a aussi des petits cours comme ça, des petits tutos qui sont faits en live. Oui, alors ça, c'est les propositions des chefs, mais par exemple sur les cours de cuisine, vous allez ce soir avoir Clément
Verja qui va vous donner des cours pour d'autorestaurant Tamara. Il va y avoir aussi toute une panoplie de masterclass dont Christophe Haribert ce soir à 19h45. Voilà, il y a vraiment encore beaucoup de choses qui vous attendent jusqu'à la fin de la journée. Loin d'être fini, et de votre côté, là, j'ai compris aussi, ça va monter en puissance parce que c'est comme un peu le Téléthon, on essaye de faire un chiffre de plus en plus important d'année en année. Hein, vous, ce que vous voulez, c'est battre vos records. Hein, exactement. On a réussi entre la première et la deuxième édition. Et ben voilà. Là, le challenge est sur la troisième et les chefs adorent la compétition. On aura le résultat ce soir. Merci mesdames. Je vous laisse retourner dans la folie, hein, dans ce palais de la bonne food qu'on connaît, qui était Stop Paris au Grand Palais éphémère. Bonne journée et bonne journée finale, mais jusqu'à ce soir il y a le temps encore. Voilà, c'est fini mes amis. La semaine prochaine on parlera de croissants, figurez-vous. Oui, de croissants au beurre. Un ami du dimanche matin aussi, et pas seulement le matin, hein, croyez-moi, en ce qui me concerne. On se dirige tranquillement vers le journal de 11h, et ensuite, en toute vérité, avec Alexandre Devecchio, vous le savez bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche à la cuisine, ou en nous écoutant, ou même les deux, et puis, régalez-vous, c'est un ordre. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.